C'est plaisir de voir une belle salle comme ça. Alors, moi je suis venu juste vous faire la petite présentation du début et François nous rejoint pendant le film. Il est en ce moment sur France 5 en direct. Promotion oblige. Juste pour vous dire que c'est un film qu'on a commencé en 2011, qui a été une sacrée aventure. Et enfin, on le voit aboutir et arriver dans les salles obscures. Pas besoin de connaître Jim Harrison pour rentrer dans le film, c'est un personnage à lui tout seul. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? C'est la nature, les grands espaces, les Indiens. On a traversé une bonne partie des États-Unis, le Wyoming, le Colorado, le Montana, l'Arizona. Ah voilà, vous allez voyager ce soir et j'espère vraiment que le film va vous plaire. Et on se retrouve juste après avec François. Je suis pas très doué pour ça, j'ai pas l'habitude. C'est l'autre normalement qui le fait. Moi je suis derrière la caméra. Merci d'accueillir les deux initiateurs de ce joli voyage, François Bunel et Adrien Solas. Merci. Il y avait beaucoup plus de bruit en province. Vraiment beaucoup plus, j'ai vu des images. Merci, bonsoir. Merci beaucoup. Merci. Merci d'être venu ce soir. Bonsoir. Bonsoir. On est très heureux, très heureux. Ça fait du bien de voir une salle de cinéma remplie, complète, avec des visages épanouis et amis. Ça vous a plu? Plus que plus. Comme on est un peu seul sur scène, et que ce soir il y a dans la salle quelques personnes qui ont contribué à faire ce film, et notamment un élément clé d'un film de cinéma, la musique, la bande originale, je voudrais demander à monsieur Mathias Malzieu de venir nous rejoindre. Parce que Mathias, peut-être Olivier, s'il est là. Bravo. Allez, venez. Et est-ce que Marc est là? Les Dionysos, Mathias et Olivier, qui sont les responsables de la bande-son. C'est super de les voir ce soir. Et ils ont fait tout le son, sauf ce que Jim Harrison appelait the sound of silence. Les ruisseaux, c'est pas vous, le vent et le souffle de Jim. Pour tout le reste, voilà, sauf Janis Joplin. Ouais. On a tenté de l'imiter, on n'y est pas arrivé. Alors on a une petite vingtaine de minutes pour échanger, si vous le voulez, hein, parce que sinon on peut aller boire des coups, et parler de ce que vous voudrez, de cinéma, de littérature. On a voulu avec Adrien faire un film pour le cinéma dès le départ, par passion, par reconnaissance de dette pour cet écrivain, mais aussi pour le cinéma, les metteurs en scène et les comédiens qui depuis des années nous ont formés au moins autant que les écrivains. Voilà. Et c'était une envie forte de montrer qu'on peut être un grand écrivain sur un grand écran aussi. Je vais circuler en salle avec le micro si vous avez des questions à poser. Sinon, je peux moi-même poser des questions. Moi, j'ai une question sur le format. Effectivement, parce que le format Scope, enfin ce qu'on peut appeler nous Scope, c'est vraiment the format pour nous. Et c'est un élément fabuleux qui est étonnant. Donc j'aimerais éventuellement, peut-être Adrien, une petite question sur ce format, ce choix de format. François est vachement doué pour répondre à ce genre de questions. Non, mais en fait, c'est un peu aussi par nostalgie des westerns de notre enfance. Et puis, je trouve que l'Amérique, ça se prête à ça, quoi. Ces paysages-là. Et voilà, quoi. Après, François va compléter parce qu'il est vraiment doué pour ça. On a fait le film à deux, hein, on est très complémentaires. Mais l'idée, surtout, était, dès le départ, de proposer une expérience, parce que quand on voyait Jim Harrison, d'abord on se disait, tiens, mais
Est-ce qu'il n'a pas une tête d'acteur, mais pas seulement une tête d'acteur, une démarche, un charisme et les mots d'un acteur. Et puis surtout, on voyait des paysages. Et c'est ça qui nous a toujours frappé avec Adrien. On l'a rencontré souvent. Moi, je l'ai rencontré pendant une quinzaine d'années. On a fait plein de bêtises ensemble, à table, hein, je vous rassure, à la pêche parfois. On a noyé quelques cannes à pêche, on en a cassé d'autres. Et je voyais sur son visage des paysages. Je voyais, en le regardant, Jim, chacune de ses rides comme des canyons, chacune de ses poches sous les yeux comme des étangs. Cette barbe, hein, jaunie par la nicotine et la fumée de cigarette, c'était une forêt. Et avec Adrien, quand on a commencé à réfléchir à la forme que pouvait prendre le film, je vais tout de suite proposer qu'on fasse ça. Très gros plan, très serré sur Jim, et très large plan, photographique, en scope, sur les paysages, avec une ligne de fuite. Parce qu'après tout, c'est bien de prendre la fuite. Et voilà. Et le format, on savait que c'était un format peu classique pour les docs, et en même temps, ce que nous dit Jim, mais vous l'avez évidemment compris, c'est déformatez-vous. C'est une invitation à sortir des formats classiques, et il fallait donc que nous, on sorte aussi de nos formats classiques de documentaires télévisés. Et c'est là aussi que Mathias et Olivier interviennent, parce qu'on se dit, on veut peu de musique, mais on la veut aux endroits stratégiques. Et je me souviens encore, quand je t'envoyais les 8 transferts, Mathias, avec ce qu'on avait monté dans la journée, et en plus, je crois que vous n'étiez pas côte à côte, vous habitiez pas ensemble, en fait. On n'habite pas ensemble. Ouais. Mais toi, tu étais à Angers, c'est ça, et Mathias à Paris. Alors, je leur envoie le soir, en sortant du montage, un fichier, et le lendemain, franchement, mais à 9h02, quoi. J'avais un texto de Mathias qui me disait « Regarde tes mails, on a fait un truc, si ça ne te va pas, tu peux le jeter. » Tu parles, c'était juste génial, et c'est ce que vous avez entendu. Et c'est comme ça à chaque fois. Oui, et puis ce qui était magique, c'est que en fait, il y avait ton envie de cinéma. C'est-à-dire qu'il y avait, c'est presque comme un film de fiction. Donc pour nous, c'est facile. Derrière, on a fait, comme nous, comme vous, on a rêvé cinéma, donc le scope évidemment, mais on a rêvé de faire des scores, des thèmes pour des personnages. Donc on a essayé de faire des thèmes pour les Jim Harrison que vous présentez dans le film. Donc c'était tellement, c'est pas un reportage que vous avez fait, c'est même pas un documentaire, c'est un poème en cinémascope western sur un écrivain multiple. Et nous, on a essayé de faire les thèmes de cet écrivain multiple derrière. Donc il n'y avait qu'à suivre le chemin que vous aviez tracé. Voilà, merci. Et en plus, je trouve que ça fait une super bande son, c'est-à-dire qu'on a envie de la voir pour partir et prendre la route, quoi. C'est vraiment le truc qu'on met dans la bagnole et qu'on trace. Moi, c'est ça que ça me donne envie. J'aimerais bien qu'on sorte des CD de ce truc-là. Bonne idée. Ce qui est formidable, excusez-moi, c'est que... Ne bougez pas, j'arrive. Non, ce qui est formidable, c'est que même si on n'a pas lu Jim Harrison, je pense qu'il y a des gens qui n'ont pas lu, moi j'ai envie bien sûr de relire, mais ce sont les paysages et la personnalité, et ça, j'ai réussi à rendre ça dans le film d'une manière mais extraordinaire. Parce que de voir son visage si expressif, et après de voir ces étendues de paysage, on se dit oui, c'est la nature, quoi. Avec lui, il y a quelque chose. C'est vraiment bravo, hein. C'est extraordinaire. Effectivement, c'est pas un documentaire, c'est pas un film d'action, c'est pas un western, mais c'est voilà, sur un écrivain, c'est fascinant. Moi, je suis emballée. Voilà, je vais vous le dire. Merci. Alors, c'est vrai qu'il y a cette dimension, merci, mais en réalité, pour nous, c'était très important aussi que ce ne soit pas un film sur un écrivain. Et dès le départ, on l'a écrit, on l'a pensé en se disant non, on ne va pas faire un film sur un écrivain, on va faire un film avec un écrivain. Et ça a l'air tout bête, cette petite différence sémantique, mais c'est un film sur la nature pour nous. C'est un film, ce qu'on a voulu faire, un film sur la manière dont la nature peut nous aider à vivre mieux. On parle beaucoup en ce moment de ce fameux, il y a un mot qui revient tout le temps, qui est le réensauvagement. On l'entend beaucoup prononcer ce mot. Et il est déjà sous la plume de Jim Harrison, et quand il essaie de le définir, réensauvagement égale réinventer sa vie. Comment ? En revenant à notre nature profonde, en refusant d'être les prisonniers de l'habitude,
Vous savez, cette force d'attraction de l'habitude, la pesanteur qui fait que on reste. On ne sait pas trop pourquoi, on accepte un boulot qui n'est pas forcément celui qui convient à notre nature, une relation qui n'est pas forcément naturelle, et puis ça dure. Sauf que ce n'est pas naturel. Mais si on revient à la nature, si on revient au monde sauvage, à ses rivières, à ses forêts, si on prend la route sans but, avec une bonne musique, là tout à coup, peut-être qu'on fait coïncider le retour au monde sauvage et à la nature sauvage avec la découverte de notre nature profonde. Et tout ça, c'était dans les livres de Jim Harrison. Et quand on s'en est parlé avec Adrien, après avoir essuyé quand même quelques refus de l'ours du Montana, car le grizzly n'est pas simple à dompter, le cyclope, voilà, on s'est dit, il faut qu'on lui propose autre chose. Et cette autre chose, c'était ça. C'était, tiens, ok, on ne fait pas de film sur toi, Jim, mais raconte-nous ce que la nature permet. Comment, malgré les tragédies intimes, les blessures, on garde des cicatrices, mais on évite de les exhiber. Elles sont là, elles sont sur le visage. Et très vite, ça devient aussi un film sur la fragilité. Hein. On se dit, quand on le voit comme ça, comment être respectueusement impudique. Comment montrer la fragilité. Aujourd'hui, on ne veut plus la voir dans cette société. On la cache, on la maquille, tout en respectant un homme qu'on admire profondément, qu'on aime profondément. Et je pense que ça passe par l'ensemble, partout, par effectivement la musique, par le son qui était très important, par les axes de caméra, et puis par une petite histoire qu'on s'est amusé à lui écrire, et puis après avoir pendant 5 ans refusé un portrait de lui, il a fini par dire bah, tu vois quand tu veux. Mais en fait, en plus, c'est pas un film sur Jim Harrison, c'est un film avec Jim Harrison. C'est vraiment un truc qui est dingue. Qui est ah ouais alors, du bon et du pas. Je dirais même plus. Moi, c'est le truc ce personnage, il est hypnotique dès le début. Il me rappelle un peu le grand-père que j'aurais adoré avoir. Quoi. Il me rappelle ce truc hyper intime qui tout de suite nous donne et on voit une personne et on est embarqué par ce personnage et sa poésie. Quoi. Ou pas. Bonsoir. Moi j'ai une question à vous poser sur l'écriture du film. François, vous parlez d'une petite histoire que vous lui avez envoyée. Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus, comment vous avez attiré, suscité son intérêt? Et ma deuxième question, c'est dans le film, qui guide qui? De quoi êtes-vous parti et où vous a-t-il emmené? Et dans quelle mesure vous êtes parvenu à venir avec votre histoire, lui faire raconter quelque chose que vous aviez envie de lui faire raconter, et comment vous a-t-il finalement imposé son propre chemin? Merci. Oui, vous faites bien dire qu'il l'a imposé, parce que la comparaison avec le comédien s'arrête là, quoique j'en connais certains qui imposent aussi, ils ont bien raison, le film n'en est que meilleur. Mais là, en fait, on part d'assez loin, on part finalement moins d'une histoire de complicité et d'amitié, elle existe, hein, c'est vrai, parce qu'on se connaissait, lui et moi, depuis une quinzaine d'années, et Adrien, et c'est ça qui est beau, ne le connaissait pas, mais Adrien, immédiatement, et j'allais dire, ouais, tombé presque amoureux du grand-père que tu aurais pu avoir, dont tu parlais. Et en fait, ça remonte à 2011. En 2011, on va, pour France Télévisions, pour France 5, faire un petit segment télévisé. Alors on reste 3 jours, mais on tourne l'après-midi. Et puis avec Jim, c'est toujours pareil, le lendemain on va à la pêche, on rigole, on ouvre des bouteilles, on cuisine ensemble, on parle d'autre chose. Et en revenant à l'hôtel, Adrien me dit, dis donc, il est extraordinaire. T'as pas envie de faire autre chose, de plus large, de plus ample avec lui? Par exemple, on pourrait peut-être faire un jour un film de cinéma avec lui. Je dis, bah oui, si, bien sûr, j'ai envie. Il me dit, mais t'as vu comme il se comporte? T'as pas envie qu'on le filme beaucoup plus longuement, presque intimement? J'ai dit, si, bien sûr. Et puis il me dit, puisque tu as lu ces livres, et que tu m'en parles depuis des années, t'as pas envie d'écrire quelque chose qui raconterait ce que ces livres, à lui, t'ont appris? Et j'ai dit, écoute, si, bien sûr, mais je sais pas faire, c'est un métier. Et là, Adrien, impérial, simple, efficace, à la Harrison, me dit, bah t'as qu'à apprendre. Et là, vous êtes piégé. Donc, dans La Fièvre et à l'eau minérale, le soir, j'écris un scénario, évidemment génial, hein, fabuleux, voilà.
On se relit le matin. Le matin à 8h15, il était beaucoup moins génial. Et tout de même, on ose l'apporter à Jim à l'heure de l'apéro, 10h15. Et on lui dit, écoute Jim, on va faire un film sur toi. Et il fait, no. Et il ajoute, puisque tu as les idées brumeuses, va à la cave, ça les éclaircira, et il rapporte 2 bouteilles. Ça, c'est en 2011. Donc on descend de 3 étages et on se dit, bon, bah, on n'y arrivera pas. En 2012, on repose la même question. La réponse est no, voilà. Plus la visite de la cave, on la connaissait par cœur à la fin. 2013, 2014, même chose. Et je lui dis, mais à un moment, ok, très bien, on ne va pas le faire. Pour quelle raison refuses-tu? Et il nous dit, et ça c'est une conversation qu'on avait eue, Mathias, parce que en fait avec Mathias on s'est connus aussi au moment où Mathias publiait cette formidable préface au poème de Brotigan. L'un des rares exemples de préface trop courte pour un livre un peu long. Et c'est vrai. Et je reviens à notre cyclope qui avait dit non, parce que ce qui me gêne, c'est la légende. La légende de Brotigan, la légende de Jim Harrison. Et la légende, tu vois, elle est bien pratique, mais elle m'étouffe complètement, on l'a dit. Et il me dit, regarde Hemingway, quel est le problème avec Hemingway? Alors je fais le malin, parce que je sais ce qu'il va nous dire et ce qu'il vous a dit dans le film. Je dis, Hemingway, oui, le problème c'est qu'il est tout le temps bourré. Et il me dit, mais non, crétin, l'autre problème. Et je dis, je sais pas. Et il me dit, en fait, avec Hemingway, le problème est très simple. Tout le monde en parle, mais plus personne ne le lit. À cause de la légende. Encombrante légende. Qui est belle, elle est belle. Ouais, formidable. La légende d'Hemingway. 22, 23 ans, il arrive sur le front de la Première Guerre mondiale, brancardier, ambulancier. Formidable. Il en tire un roman, traduit dans le monde entier. On coche des cases. 1936, le premier en Espagne. Il anticipe la Deuxième Guerre mondiale, à laquelle il participe. Encore des cases cochées pour la légende, c'est fabuleux ça, tiens. Il y participe puisqu'il libère Paris. Enfin, Jim ajoutait le Ritz et son bar, ce qui prouve qu'il avait au moins bon goût. Il serre toutes les plus belles femmes du monde dans ses bras, très bon pour la légende, disait Jim. Il a le prix Nobel de littérature. Et Jim ajoute, tu vois, le problème c'est que ça se règle à 62 ans à coup de carabine. Alors si tu pouvais m'éviter ce léger désagrément, je t'en saurais gré. Donc non. Et c'est là que je m'entends répondre en anglais. Bon bah d'accord, pas sur toi, mais avec toi et sur la nature. Et c'est là qu'il fait, bah tu vois, quand tu veux. Et je comprends qu'en fait il a eu raison, que nous on a peut-être un grand travers, nous autres journalistes, c'est de vouloir s'accrocher à cette biographie, à la légende, comme si elle était le pivot de tout. Et que c'est peut-être plus intéressant d'aller tresser, entremêler, non pas la légende, mais la vérité d'un homme, et puis son œuvre. Alors quand j'ai parlé de la vérité d'un homme, il ricanait, et il avait cette phrase admirable qui est dans ses mémoires, en marge, « Il n'y a pas de vérité, il n'y a que des histoires ». C'est pas mal ça, il n'y a pas de vérité, il y a que des histoires. Et il ajoutait, le truc, c'est comment est-ce que toi tu vas la raconter, l'histoire? Et ça nous a obsédés. On a commencé en 2015 à tourner, puisqu'il nous a fallu 4 ans pour le convaincre. Il a envoyé un mail un jour en disant, voilà, si tu veux toujours faire le film, viens, c'est maintenant. Et nous sommes arrivés, on l'a vu dans cet état-là, et moi j'ai pas du tout vu que Jim était mourant. Et tu m'as tout de suite dit... Il faut y aller, quoi, parce qu'il faut le faire, il faut baquer les interviews, parce qu'on ne sait pas... Donc Adrien voit qu'il n'est pas bien, et moi je me dis, mais en plus on va faire un film formidable sur la fragilité. Et toi tu le sentais, qu'il partait, qu'il était peut-être en train de nous livrer un testament, surtout au moment où il nous dit, mais finalement j'ai plus l'énergie d'écrire. Alors à l'époque son éditeur américain lui avait demandé un autre petit livre de mémoire, et Jim n'avait pas le temps, pas l'énergie, et je crois qu'effectivement il avait envie que ce soit ça, c'est-à-dire qu'on le filme en train de parler, et qu'on en fasse une autre histoire, voilà. Et qu'on mêle ça effectivement à ce titre, qu'on lui a proposé dès le premier soir aussi. Pas tellement un titre avec lui, mais donc « Seule la terre est éternelle », ce vieux dicton Sioux, qui comptait tant pour lui, et qui veut bien dire que, bien sûr, les Sioux se doutent bien que la terre n'est pas éternelle. Ils sont plus malins que ça. Les grands astrophysiciens blancs disaient « Ah ah, ils sont bêtes ces Indiens, ils pensent qu'elle est éternelle ». Mais nous, on sait qu'un jour, la terre sera détruite.
par le soleil. Et les Sioux disaient oui d'accord, mais enfin vous allez les détruire avant, là. Vous êtes bien parti pour. Donc ce serait sympa de ne pas tout saccager et de considérer que c'est la Terre qui doit durer et que c'est l'homme qui devrait être un tout petit peu plus modeste, considérer qu'il n'est pas le propriétaire de la nature, éventuellement un locataire, mieux encore juste un type de passage, puis comme ça on pourra co-évoluer. C'est cette sagesse indienne qu'on a voulu mettre dans le titre avec ce profil de vieil indien qu'on voit comme ça, titubant, mais debout, fatigué, mais debout, édenté, ébréché, mais debout et en plus souriant. Et donc, Grande puissance de la tendresse aussi, qu'on voit dans le film, qu'on sent dans ses livres. Et justement, comme il n'y a pas juste la légende et le clinquant ou l'amusant, en fait, il y a la tendresse qui ressort. Et moi, c'est ce qui m'a aussi beaucoup touché en voyant le film avec un petit peu de recul, après avoir un peu travaillé dessus et tout ça, c'est la tendresse aussi qui ressort. C'est important sur un personnage comme ça, qui est poétique. Tout le sifflet aussi, oui. l'usage voilà, de ce petit whistle. Il est poétique, il est politique, il est humain, et en même temps, il y a toute sa tendresse qui fait le ciment joyeux de tout ça, et je crois qu'on le sent vraiment dans le film. Et voilà. Bah, voilà. Et moi, ce que je vous propose maintenant, c'est de rester avec ces belles images. Hein, de se dire que peut-être, on fait depuis maintenant 3 semaines une tournée et on entend plein de gens nous dire des choses et on apprend énormément. Quelqu'un a dit, en fait, quand on lit Jim Harrison et qu'on ne le connaît pas, madame, c'est exactement pour ça d'ailleurs qu'on a fait ce film. Presque pour ceux qui ne le connaissent pas. Quand on lit Jim Harrison, on se fait un copain. Et je trouve que c'est assez beau. Mais c'est vrai que moi, quand j'écoute certains chanteurs, quand je regarde certains films, je me fais des copains. Il n'y a que moi, enfin il n'y a que moi qui le sais d'ailleurs. Mais c'est ça la puissance et la beauté de l'art et du cinéma quand il est allié à la littérature et quand il est au service de personnages comme lui, qui élargissent l'horizon. Et j'espère que c'est ce qu'on a permis ce soir. Vous allez